Bravo, bravo. Alors, bonjour à tous. Un peu de courage. Nous sommes samedi. Il est, selon le programme, 10 heures. Depuis 2 jours, nous entendons dirigeants, acteurs et décideurs de l'économie sociale et solidaire sur les défis que nous devons affronter ensemble pour assurer la contribution de notre mode d'intervention de l'entrepreneuriat collectif pour avoir la meilleure contribution possible aux défis que sont un développement plus solidaire, un développement plus humain, un développement durable. Nous avons eu une série de recommandations, de réflexions, et nous en sommes à la présentation d'un certain nombre d'actions concrètes. Pas toutes les actions concrètes, évidemment, qui vont émerger de nos discussions, mais quelques-unes. Alors, pour commencer, le lancement du Réseau international des parlementaires sur l'économie sociale et solidaire. Je crois que c'est M. Morales qui fait la présentation. Por favor. Donc, j'ai 10 minutes, mais je vais prendre moins de temps que cela. Donc, bonjour à tous et à toutes. Mes sincères salutations à tous ceux d'entre vous qui ont permis ces rencontres. Les salutations également de la délégation du Costa Rica qui a été présente tout au long de ces rencontres, et ce, depuis 2005. Je pense qu'il est important de souligner le fait qu'effectivement ces rencontres, ces réunions créent une véritable valeur ajoutée et viennent s'ajouter aux processus nationaux, processus régionaux qui voient le jour dans le domaine de l'ESS et au Costa Rica. Nous savons qu'il existe un certain nombre d'initiatives dans le domaine ESS et un concept qui est reconnu depuis le 19e siècle. Nous avons vu un véritable élan à partir du 20e siècle et les rencontres du Mont Blanc nous ont permis de dynamiser ce phénomène ESS, notamment en promouvant ce concept auprès des décideurs. Et là, c'est un fait. Nous avons notamment organisé une réunion sur cette thématique récemment et nous avons été en mesure de prouver que même si nos territoires sont impactés, cette forme d'économie jusqu'à présent n'avait pas été reconnue comme elle aurait dû l'être. Et un grand nombre de parties prenantes et d'acteurs ont tout d'un coup pris conscience qu'elles faisaient partie de cette grande famille ESS. Et nous avons pris conscience qu'en fait, nous étions invisibles aux yeux du public et aux yeux des décideurs et des politiques. Et grâce à ces rencontres du Mont Blanc, nous avons été en mesure de favoriser un processus d'intégration visant à rendre l'ESS plus visible. Et cela nous a permis d'accomplir un grand nombre de choses sur la scène publique avec un meilleur positionnement notamment de ces initiatives ESS dans notre pays, mais également dans toute la région de l'Amérique centrale. D'ailleurs, en 2009, nous avions suggéré ici, dans le cadre des rencontres du Mont Blanc, de mettre en place un processus ciblant particulièrement l'Amérique latine, car à l'époque, il était nécessaire que nous considérions bien le territoire national comme faisant partie d'un ensemble, l'Amérique centrale, les Caraïbes, et nous avons lancé un processus d'intégration à partir de cette date avec le soutien de la Fondation Massif pour appuyer ce mouvement. Et cela nous a permis de promouvoir l'ESS au niveau régional avec un organisme qui s'appelle ACABAL et qui
cible particulièrement notre région d'Amérique centrale. Et ACAMAL, c'est un réseau de collaboration pour l'économie sociale et solidaire impliquant le Panama, mais nous avons également noué des liens avec d'autres organisations, d'ailleurs présentes dans le cadre des rencontres du Mont-Blanc, et je suis d'ailleurs présent ici avec mon collègue Nicolas. Et avec cette expression régionale et grâce à tous les efforts visant à conférer une plus grande visibilité à cette économie solidaire et sociale, nous sommes conscients maintenant des nouveaux défis qui se présentent à nous. Toutes ces mesures qui ont été prises ont eu un impact structurel sur le développement sectoriel, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté et l'accès équitable aux droits et à l'emploi. C'est ainsi que nous avons élaboré un plan, une stratégie de travail qui stipule notamment la nécessité de lutter plus efficacement contre les inégalités, des mesures visant à éradiquer la pauvreté avec des emplois dignes et une approche sectorielle, mais qui prend ses racines dans les territoires, une politique ancrée dans les territoires. Et cela nous permet de renforcer nos efforts. Et d'ailleurs, en juillet dernier, au Costa Rica, nous avons créé la Chambre nationale pour l'économie sociale et solidaire en tant qu'instrument permettant de réunir sous une seule plateforme tous les acteurs, toutes les parties prenantes de l'ESS. Et cette plateforme a pu lancer un grand nombre d'initiatives, de propositions. Et pour la première fois, nous avons créé le service national pour l'économie sociale et solidaire, rendant compte au ministère de l'Emploi et du Travail. Cela permet notamment de créer de véritables synergies entre les entités publiques afin de nous assurer que le gouvernement actuel prenne en compte toutes les politiques liées à l'ESS. Et il s'agit là d'une véritable percée, d'un grand pas en avant qu'il convient de souligner d'ailleurs. Il nous faut prendre ces évolutions en compte. Vous avez certains députés qui assurent la promotion de l'ESS et nous savons que nous devons maintenant traduire cela en législation, en loi. Et pour la première fois dans l'histoire du Parlement du Costa Rica, nous avons assisté à la création d'une commission spéciale qui va se réunir pendant 4 ans jusqu'en 2018, donc une commission spéciale dans le domaine de l'ESS au sein du Parlement et qui a pour responsabilité de prendre en compte toutes les manifestations, tous les événements liés à l'ESS. Et nous avons un certain nombre de projets qui sont en cours d'examen, mais il s'agit réellement de renforcer le principe participatif. Les coopératives doivent également pouvoir administrer de concert avec le pouvoir public les services publics, l'accès à l'eau. Et au sein du Parlement, nous abordons également un point essentiel, mettre en place un cadre, une loi cadre régissant l'économie sociale et solidaire. Et cette loi inclura notamment une définition de l'économie sociale et solidaire et les membres de ce mouvement, les principes, les valeurs. Au Costa Rica, vous savez que nous avons 7 expressions différentes de l'économie sociale et solidaire avec les coopératives, bien entendu, qui sont un des volets, mais pas les seuls. Et dans le cadre de ce projet de loi cadre, justement, nous envisageons également d'autres lois visant à appuyer ce type d'initiative. Ainsi, nous pensons qu'il est essentiel d'intégrer ces faits dans cette déclaration. Nous devons réellement progresser
et mettre en place un cadre juridique pour que l'on puisse donner un cadre juridique à ces organisations qui contribuent au développement des territoires, qui contribuent à l'inclusion et la cohésion sociale et au mouvement démocratique. Et pour les décideurs, c'est souvent invisible. À ce titre, nous considérons que l'expérience du Costa Rica est représentative. Cela nous montre l'importance d'inclure ce type de législation, de mettre en place un tel cadre juridique. Bien entendu, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs à court terme, mais il va être nécessaire de faire appel à tous et à toutes pour mettre en place des cadres juridiques afin de permettre une reconnaissance durable de l'économie sociale et solidaire grâce à ces législations. Et je pense qu'il est essentiel de progresser dans ce sens et nous faisons appel à tous. Donc effectivement, je co-préside à l'Assemblée nationale française le groupe d'études économie sociale et solidaire. Je le co-préside avec un député centriste, moi-même étant socialiste. Francis Vercamer, en l'occurrence, co-président. Un groupe d'études en France, c'est pas une organisation qui intervient directement dans le processus législatif, c'est plutôt une réflexion, comme son nom l'indique, sur le long terme, une étude, un portage d'une thématique qui rencontre du succès, puisqu'il y a 93 députés qui se sont inscrits dans ce groupe d'études, ce qui ne veut pas dire que ces 93 députés se réunissent en totalité régulièrement. Mais nous sommes quand même, à chacune de nos rencontres mensuelles, c'est le rythme que nous essayons de tenir, 15 à 20 députés qui suivons les travaux proposés. Alors il s'agit d'essayer de trouver les thématiques qui soient néanmoins d'actualité et en tout cas d'avoir un suivi précis. Alors c'est pas quelque chose qui s'est mis en place dans le cadre de la législation et dans la loi économie sociale et solidaire, c'était antérieur et bien évidemment on a été présent dans le débat sur cette loi et nous sommes présents dans son suivi. Et moi-même, au titre de la Commission Affaires étrangères à laquelle j'appartiens, j'étais rapporteur pour avis sur le texte de loi économie sociale et solidaire que nous avons voté l'an passé 2014 parce que j'avais souhaité que la dimension européenne et la dimension internationale soient présentes dans le texte et d'ailleurs à souligner que ce texte de loi a été saisi au fond par la Commission développement économique et ce qui était très bien. Il aurait pu y avoir débat, ça s'est passé à d'autres moments où on envoyait ces textes plutôt vers les commissions affaires sociales. Là, c'était clairement l'affaire économique qui a été saisie au fond. Mais la quasi-totalité des autres commissions de l'Assemblée nationale ont été saisies pour avis. Il n'y a guère que la Défense qui n'était pas présente, mais toutes les autres commissions étaient présentes dans le texte de loi, ce qui a bien manifesté cette mobilisation collective très large. Alors sur l'actualité française, je vais passer très très rapidement parce que ce n'est pas le sujet de mon intervention ce matin, mais peut-être quelques points clés néanmoins. Bien évidemment, pour nous, le suivi de l'application du texte de loi qui a défini un certain nombre de cadres généraux, donc le travail avec l'exécutif pour suivre les décrets, les circulaires d'application. Il y a bien évidemment la question budgétaire qui n'est pas simple, puisqu'on est forcément dans une période très très difficile. Donc nous avons eu quelques échanges dans l'hémicycle pour essayer en concordance avec le texte de loi, faire en sorte que les institutions mises en œuvre pour animer le développement de l'économie sociale et solidaire en France, ces institutions-là puissent être soutenues durablement avec des moyens nécessaires, puisque dans le texte on leur demandait aussi des missions supplémentaires. La volonté du texte, c'est bien de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit encore beaucoup plus présente et confortée dans tous les territoires et dans les différentes activités, dans l'innovation sociale et nous avons eu dans le texte de loi un temps important sur la notion d'innovation sociale
Mais là, il y a encore du chemin à faire, et je pense que c'est vrai partout, c'est vrai sûrement en Europe, c'est vrai dans d'autres pays. Comment faire en sorte que l'innovation sociale, à côté des innovations technologiques, à côté des autres formes de recherche et développement, soit hissée au bon niveau. Innovation sociale, innovation entrepreneuriale, innovation organisationnelle, c'était un sujet aussi sur lequel on s'est battu et sur lequel moi particulièrement je me suis battu. Alors bien évidemment, je cite simplement les questions de fiscalité, fiscalité des coopératives, fiscalité des associations, les interventions pour le soutien aux entreprises en matière de compétitivité qui font l'objet de nombreuses discussions. Deux petits points peut-être qui peuvent paraître connexes, mais que je veux citer là parce que je crois que ça pourrait être des sujets aussi relayés par vous tous dans vos différents pays. Nous essayons de faire en sorte, à l'instar de ce qu'ont fait les Italiens, de travailler sur les biens confisqués à la criminalité, à la mafia, et pour des raisons judiciaires diverses et variées, de faire en sorte qu'une partie de ces biens confisqués soit mis à disposition des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire pour servir des projets de développement territorial, de cohésion sociale, etc. Bon, c'est pas simple, on prend du retard, mais nous avons encore bien évidemment une volonté très très ferme d'aboutir à cette idée qu'une partie des biens confisqués aux délinquants puisse être utile pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Un dernier point ponctuel, mais qui a aussi de l'intérêt, je pense, pour d'autres pays, pour d'autres stratégies. Ça a été évoqué hier sur la question de l'emploi, du chômage de longue durée, ça a été évoqué par le ministre luxembourgeois particulièrement. Nous avons un texte d'expérimentation, donc c'est intéressant aussi d'entrer dans cette notion de loi d'expérimentation, ce qui n'est quand même pas tout à fait la démarche classique française. En France, on a plutôt tendance à faire des lois qui doivent s'appliquer dans tous les territoires de la même manière, après leurs décrets circulaires, etc., et de ne prendre en compte les innovations qui sont nés à la marge de la loi, quelquefois de manière illégale, et j'en sais quelque chose puisque j'ai participé à l'élaboration de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, avec une phase très illégale à un moment donné, et la loi l'a pris en compte ensuite. Là, la loi d'expérimentation, sa volonté, c'est de prendre le problème à l'envers, c'est de dire, on crée un cadre dérogatoire, expérimental, dans un certain nombre de territoires, et l'objectif c'est 10 territoires en France, pour trouver des solutions nouvelles de lutte contre le chômage de longue durée. Et l'objectif c'est soutenir des territoires zéro chômage de longue durée. Cette expérimentation, sa volonté c'est de travailler sur 5 ans, et je pense qu'il faut effectivement que dans ces 10 territoires qui vont être désignés, 4 ont déjà démarré, l'économie sociale et solidaire soit très présente. Enfin, je pense que l'économie sociale et solidaire a beaucoup à apporter pour structurer cette expérimentation et assurer son succès. Et moi, je suis preneur, avec les différentes familles de l'économie sociale et solidaire, de travailler au moment où la loi va être votée, puisque nous serons dans l'hémicycle sur ce texte le 8 décembre. Il y a bien évidemment la navette avec le Sénat ensuite, mais quand la loi sera votée, qu'on puisse voir avec vous tous comment participer à sa structuration. Deux derniers points avant d'arriver à la proposition concrète d'organisation interparlementaire sur l'économie sociale et solidaire. Il y a tout ce qui concerne le développement, la coopération internationale. Je crois qu'on a quand même un certain nombre de rendez-vous, bien évidemment la COP21 dont on a parlé, les ODD. Nous commençons à travailler aussi sur le post-Cotonou qui arrivera à échéance en 2020 dans la relation Europe-Afrique-Caraïbes. Et puis, il y a toutes les réflexions qui sont en cours pour rénover, y compris le financement de l'aide au développement et à la coopération. Et là, il faut effectivement que l'économie sociale et solidaire soit très présente. C'est vrai que je suis assez sensible à ça, puisque, comme je vous l'ai dit, je siège à la commission Affaires étrangères et je suis particulièrement les questions de développement. Mais là, il y a un débat. Hein. On voit bien social business, économie sociale et solidaire, mouvement coopératif, comment votre démarche, notre démarche sur l'économie sociale et solidaire prend toute sa place
dans les nouvelles modalités d'intervention en matière de développement. Et je signale au passage pour les Français un point tout à fait particulier qui est aussi utile, et il faut que les uns et les autres soient présents dans cette réflexion. La Caisse des dépôts et consignations va devenir désormais le point d'appui principal de l'Agence française de développement. Le président de la République a choisi cette voie-là. C'est en cours d'élaboration. Une proposition doit être faite pour ce mois de décembre. Et lors de cette démarche Caisse des dépôts et consignations, Agence française de développement, la thématique de l'économie sociale et solidaire est très présente. Et je crois que on voit bien que dans les logiques de développement et de coopération, mais c'est la demande aussi des pays en développement, des pays africains l'ont dit fortement, y compris, je l'ai entendu hier, cette idée qu'on ait un soutien à l'émergence d'activités économiques dans les territoires. Et je pense que la démarche humanitaire ou la démarche ONG, qui a toute sa place, tout son intérêt, toute son histoire, n'est pas complètement dans une démarche entrepreneuriale. C'est pas sa culture d'origine. Et donc je pense que des nouvelles connexions doivent s'établir entre la tradition ONG et les apports de l'économie sociale et solidaire dans ces politiques. Et je crois que les supports à la fois français, européens et internationaux doivent nous y aider. Juste donc proposition sur le réseau interparlementaire sur l'économie sociale et solidaire. Avec Thierry Jeantet, on a eu plusieurs occasions d'en parler. Évidemment, on pourrait réinventer des choses. Il y a énormément d'organisations déjà. Moi, ma proposition, et Thierry Jeantet, on était assez d'accord pour en tout cas tenter cette voie-là, c'est d'utiliser une organisation qui existe déjà depuis très longtemps, puisqu'elle a été créée en 1889, c'est l'Union interparlementaire. Union interparlementaire qui regroupe actuellement 167 parlements nationaux, ce qui est quand même pas mince, qui a son siège à Genève et qui travaille de manière très étroite avec l'ONU, bien évidemment, et donc avec le groupe pilote qui vient d'être mis en place, les connexions doivent pouvoir se faire assez rapidement. Bon, on est vraiment dans les prémices du processus, c'est une grande organisation qui a un calendrier de travail pluriannuel. Pour l'instant, la thématique économie sociale et solidaire n'est pas intégrée dans dans la littérature que j'ai pu saisir de ces travaux. On ne voit pas apparaître l'économie sociale et solidaire de manière précise. Je ne pense pas non plus, après discussion avec la section française, puisque cette organisation a des sections dans chacun des parlements adhérents, donc dans les 167 parlements, il n'y a pas une volonté de créer un groupe spécifique à l'économie sociale et solidaire, mais la démarche aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans l'agenda de la commission développement économique et développement durable, il y ait un temps fort sur l'économie sociale et solidaire dans les mois ou années à venir. Donc ce que je propose, moi la démarche je l'ai faite au niveau de la section française de l'UIP, c'est que cette démarche-là soit multipliée dans les autres parlements. Dans chacun des 167 parlements, il y a des délégations de députés, quelquefois nombreuses. Chez nous, on est 80 ou 90, je ne sais plus, membres au titre de l'Assemblée nationale française de l'UIP. Donc ces sections nationales, interrogez-les. Peut-être on peut faire diffuser une trame de ce que pourrait être notre demande pour faire en sorte que dans les 2 ans qui viennent, on puisse avoir un temps fort sur l'économie sociale et solidaire au sein de cette organisation. Donc voilà la proposition concrète, ce qui n'exclut pas par ailleurs, parce que le collègue du Costa Rica en a parlé tout à l'heure, il y a des groupes comme notre groupe d'études économie sociale et solidaire qui sont transpartisans dans chacun de nos parlements. Peut-être là aussi, dans chacun des parlements, il faut faire l'effort de faire émerger ces groupes d'études ou ces groupes de travail transpartisans qui est comme intitulé l'économie sociale et solidaire. Voilà, quelques propositions concrètes, mais dans cette démarche interparlementaire, on en est vraiment qu'aux prémices, mais je crois que l'articulation groupe pilote ONU UIP, de mon point de vue, est sans doute la bonne solution, la bonne démarche.